Bonjour. Au cours de cette vidéo, nous allons étudier les effets inductifs et mésomères. Ces effets permettent de comprendre la réactivité de certaines molécules. Occupons-nous tout d'abord de l'effet inductif. Électronégativité des éléments. Une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun par chaque atome d'un électron de sa couche électronique externe. Mais les atomes engagés dans une liaison covalente n'ont pas toutes la même tendance à attirer les électrons de la liaison. Cette tendance est désignée par le terme d'électronégativité. Certains atomes engagés dans une liaison covalente ont tendance à attirer les électrons de la liaison. Ils sont dits électronégatifs. L'électronégativité des éléments augmente de gauche à droite dans une même ligne et de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. La liaison polarisée. Une liaison covalente est dite polarisée lorsqu'elle unit deux atomes d'électronégativité très différentes. Pour avoir une liaison polarisée, il faut que la différence d'électronégativité entre les deux atomes consécutifs de la liaison soit comprise entre 0,4 et 1,7. Nous utilisons donc pour savoir si une liaison est polarisée l'échelle d'électronégativité de Pauling qui apparaît dans le tableau. L'atome le plus électronégatif porte alors une charge électrique partielle négative notée delta-, et l'atome le moins électronégatif porte une charge électrique partielle positive notée delta+. L'effet inductif. La présence de liaisons polarisées dans un édifice chimique a des conséquences sur la réactivité de l'édifice. L'ensemble de ces conséquences est appelé effet inductif. On représente alors cet effet inductif sur la liaison polarisée par une flèche orientée vers l'atome le plus électronégatif. Nous voyons donc dans les trois exemples proposés des flèches sur les liaisons covalentes qui sont orientées de l'atome le moins électronégatif, donc très souvent l'atome d'hydrogène, vers l'atome le plus électronégatif, donc ici ce sont les atomes d'oxygène, d'azote et de chlore. Propagation de cet effet inductif. L'effet inductif se transmet le long des liaisons. Dans une molécule polyatomique, le fait qu'une liaison soit polarisée va avoir une répercussion sur la répartition électronique des liaisons adjacentes. Nous voyons dans l'exemple proposé que la liaison CCl est polarisée du fait de la différence d'électronégativité entre l'atome de carbone et l'atome de chlore très électronégatif. Et cette liaison polarisée va également légèrement polariser les liaisons qui suivent. L'effet inductif devient tout de même négligeable après une suite de 3 à 4 liaisons. Donc sur l'exemple, nous voyons que les flèches qui représentent cet effet inductif sont plus petites au bout de 3 liaisons. Influence de l'effet inductif sur la réactivité. L'effet inductif, en polarisant les liaisons, crée donc deux zones, une zone delta- et une zone delta+. La zone delta- va alors attirer les réactifs qui aiment les charges négatives. Ces réactifs, on les dit électrophiles. Et la zone delta+ va attirer les réactifs qui aiment, elles, les charges positives. Réactifs dits nucléophiles. Prenons le cas des acides carboxyliques. Tout d'abord, faisons un rappel sur les acides. Un acide est une espèce notée AH qui est susceptible de céder un proton H+, selon la réaction AH donne A- plus H+, qui réagit avec l'eau selon la réaction AH plus H2O donne A- plus H3O+, et qui est caractérisé par deux grandeurs, un Ka et un pKa, dont les formules sont données sur la diapositive. Il faut savoir que plus la liaison AH est polarisée, plus sa rupture sera facilitée. La dissociation de AH en A- est alors très importante. La valeur de Ka est beaucoup plus importante et la valeur de pKa est plus petite. L'acide sera d'autant plus fort. Dans les cas des acides carboxyliques, la liaison OH est plus ou moins polarisée suivant l'effet inductif du groupe R. Étudions trois exemples.
Dans le cas 1 proposé, la liaison OH est polarisée. Cet effet inductif est indiqué par la petite flèche en rouge. Dans le cas numéro 2, le groupe R possède un atome de chlore. Cet atome de chlore, fortement électronégatif, va polariser la liaison CCl. Et à cause de cette polarisation de la liaison CCl, la liaison OH va être plus polarisée dans le cas numéro 2 que dans le cas numéro 1. De même, dans le cas numéro 3, nous avons 3 atomes de chlore qui polarisent fortement les liaisons CCl. Et à cause de la polarisation de ces liaisons et de la propagation de leur effet inductif attracteur, la liaison OH va être énormément polarisée, beaucoup plus que dans le cas 2 et que dans le cas 1. La liaison OH va donc se rompre beaucoup plus facilement dans le cas numéro 3 que dans le cas numéro 1, et l'acide 3 va être plus fort que l'acide 1. Nous avons donc ici à côté un tableau qui indique que suivant la composition de la partie R, du groupe R, l'acide sera plus ou moins fort. Donc dans le cas numéro 3, nous avons donc un acide qui possède 3 atomes de chlore dans le groupe R. Son pK est beaucoup plus petit que dans le cas numéro 1. Étudions maintenant l'effet mésomère et sa délocalisation des électrons. L'effet mésomère est un effet électronique présent dans les molécules comportant des doubles liaisons et des atomes avec des doublets non liants. Dans ces molécules, les électrons des doubles liaisons et des doublets non liants peuvent se déplacer dans la molécule. On parle de délocalisation des électrons. On observe l'effet mésomère lorsqu'on a les enchaînements indiqués sur la diapositive. Une molécule peut donc avoir plusieurs formes mésomères. Lorsqu'une molécule présente l'enchaînement indiqué sur la diapositive, la représentation de Lewis de la molécule n'est plus unique, mais résulte d'une combinaison de plusieurs structures dites mésomères. Les différentes formes mésomères sont obtenues alors par des déplacements successifs de doublets d'électrons symbolisés par des flèches. Et pour obtenir ces différentes formes mésomères, tout d'abord on garde toujours le même enchaînement d'atomes. Il doit y avoir la même charge globale d'une forme mésomère à une autre. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 8 électrons autour d'un élément. Et on peut être amené à modifier le schéma de Lewis des éléments. Étudions maintenant quelques exemples. Premier exemple, le butadiène. Cette molécule possède donc plusieurs doubles liaisons. Il peut y avoir ainsi une délocalisation des électrons de ces doubles liaisons et on obtient une autre représentation de Lewis indiquée. Dans la représentation de Lewis indiquée, l'atome de carbone à l'extrémité gauche a donc perdu un électron. Il devient C+. Par contre, l'atome de carbone à l'extrémité droite a gagné un doublet d'électrons. Il devient chargé moins. Il existe donc deux représentations de Lewis pour le butadiène. Exemple 2, le but 3N de On. Donc de même, il existe une délocalisation des électrons formant la double liaison C double liaison O, qui peuvent ainsi se déplacer dans la molécule pour obtenir une autre représentation. Dans cette représentation, l'oxygène a perdu un électron, il va porter une charge positive, et le carbone à l'extrémité droite, lui, a gagné un électron et obtient une charge négative ainsi qu'un doublet non liant. Il existe une autre possibilité pour la délocalisation des électrons. Dans cette autre possibilité, le carbone à l'extrémité droite a perdu un électron, il devient chargé positive, et l'oxygène, par contre, a gagné un électron et un doublet non liant, il devient chargé négative. Il existe donc ici trois représentations de Lewis pour le but 3N de On. Mais comment choisir la forme mésomère la plus stable dans toutes les représentations possibles? Pour la représentation de Lewis de la molécule, on utilise la forme la plus stable de la molécule. Les autres formes ont un intérêt pour expliquer la réactivité des composés. Comment choisir cette forme la plus stable lorsque la molécule possède plusieurs formes mésomères?
Tout d'abord, cette forme plus stable doit posséder un nombre maximal d'atomes avec un octet d'électrons. On verra en effet que certaines formes mésomères possèdent certains atomes avec 6 électrons. La forme mésomère la plus stable doit être la forme neutre par rapport aux formes faisant apparaître des charges. Reprenons les exemples précédents. Pour l'exemple de butadiène, on a vu qu'il existait deux représentations de Lewis pour cette molécule. La représentation mésomère la plus stable est la première, car dans cette représentation, la première forme ne contient pas de charge, et dans la seconde forme, nous voyons que le carbone C+ ne possède que 6 électrons. Pour l'exemple 2, dans lequel on a les formes mésomères du but 3N de On, la forme mésomère la plus stable est la première, car elle ne possède pas de charge. De plus, la seconde forme possède un atome d'oxygène entouré que de 6 électrons. Et la troisième forme possède un atome de carbone entouré que de 6 électrons. Comparaison de l'acidité des acides et des alcools. Une espèce chimique présentant plusieurs formes mésomères est beaucoup plus stable, donc moins réactive, qu'une espèce ne possédant aucune forme mésomère. Les alcools, comme pour les acides carboxyliques vus précédemment, peuvent libérer des ions H+, grâce à la polarisation de la liaison OH. Donc un alcool ROH peut donner un ion RO- que l'on va appeler un ion alcoolate plus un H+. Ce sont donc des acides au sens de Bronsted. La libération de H+ forme donc un ion alcoolate RO- et nous allons maintenant comparer le caractère acide des acides carboxyliques et le caractère acide des alcools. Les ions alcoolates ne présentent aucune forme mésomère. Par contre, les ions carboxylates présentent deux formes mésomères. La charge négative reste localisée sur l'atome d'oxygène de l'ion alcoolate, ce qui explique que ces ions ne présentent pas de forme mésomère. Par contre, pour les ions carboxylates, la charge négative se délocalise sur les deux atomes d'oxygène, si bien que l'ion carboxylate présente deux formes mésomères. Donc les ions carboxylates sont donc plus stables que les ions alcoolates, car comme nous l'avons vu précédemment, une espèce chimique qui présente plusieurs formes mésomères est plus stable qu'une espèce ne possédant aucune forme mésomère. Les ions alcoolates, ne possédant pas de forme mésomère, sont donc peu stables et donc très réactifs, ce qui signifie que dès qu'ils vont être formés après la décomposition de ROH donnant RO- plus H+, les ions alcoolates vont tout de suite réagir avec les ions H+. Les ions alcoolates existent donc très peu en solution aqueuse, leur concentration est très faible, parce que dès qu'ils se forment, ils réagissent de nouveau avec les ions H+, pour redonner l'alcool de départ. La valeur de Ka est donc très faible, puisque cette valeur de Ka dépend de la concentration en ions alcoolates. La concentration des ions étant très faible, la valeur du Ka est très faible. Par contre, la valeur du pKa est importante, puisque d'après la relation pKa égale moins log de Ka, lorsque nous avons une petite valeur pour Ka, nous avons une grande valeur pour pKa. Les acides carboxyliques vont donc être des acides beaucoup plus forts que les alcools, qui sont des acides extrêmement faibles. Puisque les alcools vont avoir une très petite valeur pour un Ka et une grande valeur pour le pKa, comme l'indiquent les valeurs qui suivent. Pour le méthanol, nous avons un pKa de 16, alors que l'acide méthanoïque a un pKa de 4,75. Et donc nous voyons que le méthanol a un pKa beaucoup plus important que pour l'acide. Et plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Donc l'acide méthanoïque est un acide beaucoup plus fort que le méthanol.